oh, 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 oh. Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Ophélie. Dans cet épisode, nous parlons botanique. Oui, botanique. J'espère que cette 8e case du calendrier de l'Avent vous plaira. Belle écoute à vous. Salut Ophélie. Hello. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Je suis contente de vous accueillir dans ma serre. Et on est très contente d'être dans ta serre, on y est très bien. Aujourd'hui, on va parler de plantes, bien évidemment. Je vais t'inviter à te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Ophélie Damblé, j'ai monté un projet qui s'appelle Ta Mère Nature. Alors, c'est plein d'activités. Je suis à la fois pépiniériste. J'ai installé ma pépinière au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle la Cité Fertile dans le 93 à Pantin. Et donc, c'est un espace où je cultive des plants comestibles qu'on peut venir m'acheter en direct. Mais c'est aussi un lieu où je peux accueillir du monde en atelier. Donc, je fais beaucoup d'initiations autour de la végétalisation urbaine. Et je le fais aussi à travers la création de contenu. Donc, c'est un mot un peu fourre-tout pour dire que je fais des vidéos et de l'écrit aussi sur ce sujet-là. Tout à fait, on peut te retrouver notamment sur YouTube, mais pas que, tu es présente, voire omniprésente sur les réseaux. Oh non mince, ça veut dire trop ça. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, en cette période de Noël, qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie d'acheter des plantes, d'avoir des fleurs sur notre table de Noël ou pour les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Comment ça va se passer? Alors, concernant la décoration, moi je dirais qu'on a pas mal de choses à disposition sans avoir besoin d'aller justement chez un fleuriste ou dans les magasins de déco. Moi j'aime bien sur une table ramener des choses que j'ai pu peut-être ramasser dans la forêt, alors au sol. Et l'idée c'est pas d'aller piller la forêt, mais juste d'aller prélever 2-3 petites choses comme, je sais pas moi, des pommes de pin, des châtaignes, des noisettes, des noix. Enfin bref, un peu célébrer le végétal déjà local et qui est là en ce moment autour de nous. Et puis finalement on peut voir qu'on peut s'amuser avec plein de choses en construisant des petites structures en bois par exemple, en brindilles. Il y a plein de choses à faire que tu peux agrémenter ensuite avec des guirlandes par exemple, mais je trouve que ça peut être sympa. Et puis on a quand même le hou autour de nous qu'on peut aller aussi un petit peu récolter et puis pourquoi pas faire des petits paysages avec de la mousse ou du lierre aussi. Enfin bref, moi j'invite vraiment à récupérer, à regarder un petit peu ce qu'on a autour de soi et d'autant plus des choses qui sont déjà au sol, on va dire. Et puis si on veut faire un focus sur le sapin, peut-être que certains et certaines sont encore très attachés à avoir un vrai sapin au milieu de leur salon. Alors si on veut absolument le faire, peut-être qu'il faut se tourner vers des labels qui sont garants d'une culture à peu près raisonnable, ou en tout cas alerte sur les sujets environnementaux. Il me semble qu'il y a l'Association française du sapin de Noël naturel qui peut peut-être être une référence, ou alors France Sapin Bio. Alors, pour moi, le label, c'est pas miraculeux, c'est pas le truc parfait, mais ça peut être déjà un peu mieux qu'un simple sapin coupé qu'on aura acheté n'importe où. Et il y a aussi des services de location de sapins qui sont ensuite replantés. Il y a juste un truc à savoir, c'est que les sapins, ils aiment pas trop les gros changements de température. Donc, on va essayer au moins de le réadapter au frais progressivement, par exemple, ou éviter de le mettre trop près d'une source de chaleur tel qu'un feu de cheminée ou un poêle. Parce que le sapin il va pas apprécier, il va avoir du mal à se réimplanter ensuite parce que ce sera trop violent pour lui. Donc c'est des petites choses à penser. C'est que normalement un arbre il est pas fait pour un arbre de Noël, il est pas fait pour être dans un salon. Et puis moi j'invite toujours à faire
avec autre chose. Moi, j'adore décorer mon cactus en version Noël. Je lui mets des boules et puis il est très content. Et voilà. Donc oui, si on est OK avec l'idée de s'en passer, c'est quand même mieux de s'en passer. Toi, tu recommandes plutôt de s'en passer et sinon de se tourner vers des labels. Et après, pour se séparer de son sapin, là encore, c'est mieux de ne pas faire n'importe quoi. Ouais, complètement. Alors, on peut voir maintenant que les communes et les villes mettent de plus en plus en place des services de collecte. Et il me semble que les sapins récupérés font office ensuite de paillage pour les espaces verts. Donc bon, c'est un des points, c'est qu'on ne le met pas n'importe où à la poubelle, mais vraiment dans ces espaces de collecte. Après, on peut nous-mêmes s'en servir de paillage. Le sapin, c'est un bois qui va acidifier un peu la terre, mais qui ne va pas la rendre stérile. Donc on peut quand même l'utiliser, toute proportion gardée bien sûr, mais voilà, ça peut faire office de paillage. Et puis pour les heureux propriétaires d'une cheminée, ça peut faire office aussi d'allume-feu naturel. Faut juste pas utiliser le sapin comme un vrai bois de chauffage parce que c'est très résineux et du coup ça peut obstruer les conduits d'une cheminée, donc faut faire attention à ça. Et puis après, si on s'est vraiment lancé dans l'achat d'un sapin bio, on peut carrément l'utiliser en cuisine. Il y a des gens qui font rôtir leurs légumes au four avec une petite branche pour agrémenter comme une branche de romarin. Ça peut être sympa. Et voilà. Et j'ai entendu dire aussi que nos petites biquettes raffolées des branches de conifères qui sont gorgées de vitamine C et elles font aussi office de vermifuge naturel. Et du coup, voilà, si vous avez aussi peut-être un éleveur proche de chez vous, ça pourra éventuellement l'intéresser. Mais toujours pareil, cette histoire de pesticides, elle est quand même problématique à un moment. C'est qu'il faut absolument favoriser des arbres qui ont poussé dans des bonnes conditions pour qu'ensuite la chaîne puisse continuer correctement et qu'on s'empoisonne pas, quoi. Oui, bien sûr. Donc, soit s'appuyer sur un label ou alors questionner aussi le producteur, essayer de l'acheter en direct au producteur. Je sais que pour les auditeurs et les auditrices d'Annecy, sur la place de Bonlieu, il y a une famille qui vient vendre des sapins qui sont bio et l'année dernière, on en a même mangé une partie. Donc, on est toujours là. Tout s'est bien passé. Toi, en ce moment, avant qu'on parle un peu de tes dernières vidéos que j'adore et qui me font bien rire, j'aurais aimé qu'on revienne d'abord sur cette notion de cadeau de Noël. C'est un moment un peu clé des fêtes de fin d'année. Cadeau de Noël ou cadeau de fête, peu importe. Mais si on a envie d'offrir des plantes en ce moment, là, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend pour pas commettre d'impair, pour choisir quelque chose qui soit éco-responsable et pas complètement dénué de sens? Alors, c'est quelque chose qui fonctionne aussi hors cadre de Noël et des fêtes, mais moi j'invite toujours à quand même faire du troc. Voilà, ça marche toujours. Il y a plein de sites d'annonces pour de l'échange de plantes, et pour ne citer que, il y a le Bon Coin, tout simplement, sur lequel on peut trouver plein de plantes à très bon prix. Moi, vraiment, le vintage, ça marche autant pour les fringues que pour les plantes. Et puis après, on a évidemment les pépinières locales, voilà, c'est mon métier, donc j'ai envie de valoriser tous les producteurs du coin. Il faut aller proche de chez soi et voir ce qui est vendu en pépinière. Après, il y a parfois aussi des événements assez spéciaux dans les lycées horticoles ou des vrais marchés aux plantes auxquels on peut aussi se référer pour trouver des plantes locales. Toujours pareil, il y a des labels qui peuvent vous aider. Bon, comme d'hab, le label bio européen. Il y a aussi le label végétal local qui est hyper intéressant. Il y a Plantes Bleues ou encore le collectif de la fleur française, bien que voilà, c'est pas parfait, mais toujours pareil, c'est toujours mieux que rien. Parce que le risque, sinon, c'est d'acheter une plante qui aurait été cultivée à l'étranger, qui aurait poussé sous serre très loin d'ici. Voilà, avec usage d'engrais et de pesticides à foison. On a très envie d'acheter des plantes exotiques aussi, mais qui sont souvent, pareil, qui viennent de très loin, soit de Hollande, soit d'Afrique du Sud. On a, quand même une grosse industrie. Donc, typiquement, le label végétal local, il appuie le fait que c'est des plantes qui vont venir d'ici. Et donc, si on le regarde même d'un point de vue juste long terme, un végétal local, il va beaucoup plus facilement s'adapter à nos conditions
qu'une plante qui est peut-être fragilisée parce qu'elle a été surboostée aux engrais pendant très longtemps, quoi, dans une serre ultra chauffée. Et puis, ouais, sur les gestes les bons gestes à adopter, c'est aussi d'aller voir si la plante qu'on achète, elle est en bonne santé, justement. Parce que quand on va dans des très grandes surfaces, c'est des végétaux voilà, qui sont un peu fragiles. Enfin, les végétaux Ikea, voilà, c'est un peu comme les meubles, quoi. C'est pas forcément de la très bonne qualité. Et c'est des plantes qui sont parfois déjà malades ou alors qui étouffent dans leur peau. Et donc, il va falloir vraiment penser à les rempoter dans des pots plus grands parce qu'elles sont déjà un peu à l'agonie. Il faut vérifier sous les feuilles aussi parce que parfois, on a déjà la présence de cochenilles ou de pucerons, de petites choses comme ça. Donc, si on peut se l'éviter, c'est pas plus mal. C'est déjà pas mal, non C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Est-ce que toi, il y en a une que tu affectionnes particulièrement en cette période de Noël ? Qu'est-ce que j'ai moi en ce moment que j'aime bien? J'ai encore plein de sauges qui sont en fleurs et ça fait plaisir. Il fait encore doux et j'ai plein de calendulas dehors là qui sont encore tout rouge, enfin orangés. Sont magnifiques. Ouais, ils sont encore très contents et la bourrache aussi. Mais bon, moi je suis pas très difficile, hein. Moi, tant que les végétaux se sentent bien. Sous la serre il fait bon, donc j'ai encore plein de basilic aussi qui sont en fleurs, donc j'ai les abeilles qui viennent me voir. Enfin, en vrai moi j'ai pas vraiment de plantes préférées, je leur parle à toutes et voilà. En ce moment, tu as quand même une affection particulière pour les plantes qu'on aurait un peu oubliées. Tu as des réels à ce sujet sur Instagram notamment, avec ces plantes dont tout le monde se tape le coquillard, comme tu dis. J'ai trouvé l'idée très chouette de remettre un peu au goût du jour ces plantes mal aimées ou délaissées. Quelles sont celles qu'on peut trouver, disons, en période hivernale ? En ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes. Alors moi, je les mets dans la catégorie des plantes mal aimées parce que on peut parler des plantes invasives autant que de l'ortie par exemple qui est pas invasive pour le coup, mais dont on a vachement peur, voilà, qu'on trouve très vulgaire. En ce moment, il y a beaucoup de fleurs qui sont fanées, donc on a peu de fleurs dans les plantes sauvages, les plantes qui poussent spontanément. Alors moi, je me suis vraiment attardée sur le sujet de la nature urbaine, donc aussi parce que je suis sur une friche et donc je suis entourée de ça et c'est elle que j'avais envie de mettre en lumière. Le pissenlit qu'on connaît surtout pour ses fleurs jaunes, là il est présent mais à l'état de feuilles. Donc pour les non-connaisseurs, c'est peut-être plus difficile à deviner, à identifier. Et donc ça prend du temps en fait à capter qu'est-ce qu'on a autour de soi. Faut pas hésiter à justement recouper les infos en s'aidant de Plantenet et puis aussi de bouquins de reconnaissance. Faut toujours un peu double-checker, voire triple-checker pour être sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait pas... tu vois, le Buddleia, par exemple, en ce moment, j'en ai encore un très très gros derrière ma serre. Mais il est moins majestueux qu'au printemps et à l'été parce qu'il y a moins... Il y a plus les gros pompons violets là, je sais pas si on pourrait dire pompons plumeaux ou je sais pas. L'ortie là, il est encore, on peut en récolter encore pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais parlé, globalement il y a un peu tout, hein. C'est juste que c'est plus à l'état de floraison pour la plupart. Et donc on y prête moins attention. Exactement. On les identifie moins facilement. C'est ça. Il y a beaucoup de graines aussi là qui se sont répandues un peu partout. Donc on a des jeunes pousses qui redémarrent tranquillement, parce qu'il fait encore très bon, il n'y a pas eu de gel. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en dormance sous terre, hein. On aura des surprises au printemps. On suivra tes vidéos avec attention. En idée cadeau, j'ai pensé à la bombe à graines. Je trouve que c'est quelque chose d'assez chouette. Il me semble que tu proposes des ateliers ou en tout cas c'est quelque chose que tu sais faire. Comment est-ce qu'on s'y prend si on veut réaliser Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et après, comment est-ce qu'on s'y prend pour réaliser une bombe à graines et l'offrir à ses proches ou à ses enfants? Ouais, le principe de la bombe de graines, c'est symboliquement, c'est un peu l'espèce d'outil du green guerrieros, donc de la personne qui veut végétaliser l'espace urbain de manière un peu pirate, un peu un peu à la sauvage. En réalité, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis l'Antiquité pour revégétaliser des zones difficiles, soit d'accès, soit où ça va être compliqué de venir arroser tous les jours. Donc le principe, il est tout simple, c'est d'enfermer nos graines dans une boule faite de terre et d'argile.
Alors la terre, parce qu'elle est un peu plus riche que l'argile, il y a souvent un peu plus de nutriments. Et l'argile, c'est parce que c'est une terre qui va très, très vite absorber l'eau et donc maintenir notre boule un petit peu dans l'humidité. Et chose qui est très importante pour faire germer une graine. Donc ça va favoriser la germination. Donc c'est quelque chose qui va aider en gros la graine à germer. Et c'est quelque chose d'idéal justement quand on s'amuse à végétaliser la rue. On n'a pas forcément l'intention de passer tous les jours à arroser notre petite graine. Donc ça sert à ça. Et là, comme on rentre en phase hivernale et que c'est plus le moment des semis, moi je préconise peut-être d'offrir une version kit, donc de prévoir l'argile dans un petit sac, la terre, donc n'importe quoi, de la terre végétale, du terreau, du compost, voilà, tout pourra fonctionner. Et un petit sachet alors moi j'aime bien utiliser les mélanges de graines mellifères. Voilà, donc des graines qui vont donner des fleurs, qui vont donner pas mal de nectar pour nos copines les abeilles et autres pollinisateurs. Et vous avez par exemple l'association Agir pour l'environnement qui propose justement des graines adaptées. Je trouve que c'est le plus simple. Comme ça, si vous vous lancez dans la bombe de graines de tomates, ça va être galère. Il y a peu de chances que ça fonctionne. Ouais. Alors qu'un mélange de trèfle, par exemple, là, on prend moins de risques et on sait que ça va plaire, quoi qu'il arrive, aux abeilles. Donc, ce serait ça, voilà, la petite version kit, en sachant que c'est très, très facile à réaliser ensuite. Moi, les ateliers que je fais, c'est souvent avec les gamins. Ça marche super bien. C'est un truc à faire en famille. C'est comme de la pâte à sel ou un gâteau facile. Voilà, ça se fait en 2-3 minutes et c'est hyper rigolo. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, la petite question bonus qu'on pose à tous les invités, quel est le cadeau que tu aimerais recevoir cette année ? Alors, moi, je vais faire une petite confession. Je fête pas Noël, donc voilà, c'est pas pour les pas fêtes, quelque ça peut chose. Être pour un autre moment, une autre fête dans l'année. Hein. Ouais, écoute, alors. Du coup, j'y ai réfléchi parce que c'est toujours plaisant de recevoir des cadeaux quand même. J'ai un vélo complètement pourri et ça me ferait plaisir d'avoir un beau vélo. Et sinon, je me disais que c'est quand même important de soutenir les médias indépendants. Et donc, peut-être un abonnement à un média, je trouve ça toujours chouette. À la fois pour soutenir cette création-là et aussi parce que c'est des vraies sources d'infos ultra qualitatives avec des articles de fond et tout ça. Et c'est vrai que moi j'adore lire, donc si je peux avoir un petit abonnement, je comprends. Un média que j'aime bien, je pense à Socialteur, à Mediapart, ça peut être cool. Ouais, carrément. Je me reconnais bien là-dedans puisque je demande tous les ans un abonnement à Socialteur. Ah, trop bien. Génial. Merci beaucoup, Ophélie. Merci à toi. Et à la prochaine. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!